À cause de la fabrication du prix, deux éléments, contenant, contenu. Alors, le contenant, c'est la méthodologie de calcul, ce fameux compte à rebours. On va partir d'un chiffre d'affaires auquel on va venir déduire des coûts qui vont déterminer la charge foncière. Le contenu, il est primordial. Vous avez un bilan, c'est très bien, mais quels sont les chiffres qu'on met dedans? Un promoteur, il maîtrise assez bien ses coûts. Le seul qu'il ne contrôle pas, c'est sa matière première, à savoir vos biens. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires est défini par la notion même de surface de plancher, c'est-à-dire les droits à construire qui sont sur vos terrains. Or, qui définit les droits à construire? Eh bien, c'est la ville. Un promoteur ne fait pas le prix de votre bien. C'est la méthodologie de calcul qui va lui permettre de finaliser le processus. Mais qui c'est qui rentre le prix? C'est la ville. Donc, en réalité, la négociation de votre prix, elle se fait majoritairement avec la collectivité. Et la base de cette négociation, c'est le fameux plan local d'urbanisme qui va venir fixer le cadre réglementaire. Le PLU, c'est un document de planification de l'urbanisme, soit au niveau communal, soit au niveau intercommunal, qui va venir répondre à des besoins de croissance de la commune, à des mouvements démographiques, et la ville va venir orienter par ce document la densification. C'est la différence entre ces fameuses zones UA, UB, UC. Une collectivité ne peut pas connaître par avance, dans les zones qu'elle souhaite densifier, les propriétaires fonciers qui vont vendre leurs parcelles. Ils ne peuvent pas se dire sur mon axe principal, j'ai décidé que le numéro 8, 10, 12 allait muter et le 16, 18, non, je vais le bloquer pendant 10 ans, c'est pas possible. Ils ont besoin d'avoir une vision globale et cette vision globale se doit d'être cohérente. Prenons l'exemple de la loi Allure. Vous savez, ce passage du POS au PLU ou même le Grand Paris. Vous avez des collectivités qui font 20 000 habitants, qui se sont retrouvées le lendemain du changement du PLU avec une demande de permis de construire de 1800 logements, alors même que la ville avait prévu une croissance de 3000 logements en 10 ans. C'est pas possible, ça tourne pas. Vous avez les écoles qui tournent pas, les transports, etc. Une ville vient souvent réduire la constructibilité parce qu'elle ne peut pas tout absorber. Alors on est d'accord, il y a d'autres raisons. Celle-là, c'est ma préférée. À tort ou à raison, le promoteur immobilier a deux craintes obsessionnelles. La fuite au niveau des municipalités. Imaginez même une personne bienveillante qui recevrait un promoteur et qui lui dirait « Ah, mais vous ne travaillez pas sur le dossier de la rue Untel ?» La deuxième, c'est de servir de lièvre pour le propriétaire foncier. C'est-à-dire qu'il va vous donner des informations, et ces informations, soit vous pouvez les communiquer à un de ses concurrents, c'est-à-dire « Oui, mais votre confrère nous a dit que », soit, même si vous ne les énoncez pas, vous allez pouvoir vous comparer. Lui m'a dit ça, l'autre m'a dit ça, l'autre m'a dit ça. Donc, naturellement, ils ne le font pas. Quand le propriétaire foncier comprend l'importance de la notion de surface de plancher, généralement, il dit au promoteur immobilier d'aller en municipalité. Alors, j'ai travaillé bon nombre d'années chez un promoteur. Je peux vous garantir que même si les développeurs fonciers vont voir les municipalités pour aborder le sujet, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans les détails du projet. Pourquoi? Premièrement, les villes sont surchargées de dossiers en instruction. Donc quand elles voient arriver 10 promoteurs pour un même terrain, elles vont simplement exprimer au promoteur de revenir une fois la maîtrise du dossier acquise. Et s'ils insistent, la seule idée qui va émerger, c'est encore un propriétaire foncier qui veut faire de la surenchère sur la collectivité. Alors je vous garantis qu'après vous n'allez pas déposer un permis. Point numéro 2, le promoteur immobilier. C'est la même chose. Un permis, c'est à minima 3 mois de travail. Donc un promoteur en tant qu'entité ne va pas monopoliser des fonds, des moyens financiers internes et externes pour travailler sur un dossier dont il n'est même pas sûr d'avoir la maîtrise foncière. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Eh bien il va se dire je bloque avant, par justement l'entremise de la promesse unilatérale de vente. Sauf que vous, en tant que propriétaire foncier, après qu'est-ce qui se passe? Mais vous vous retrouvez engagé sur un prix qui a 95% de chances d'être renégocié. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas mon patrimoine, c'est le vôtre. Moi, ma société, je l'ai créée, je l'ai pensée et je la peaufine tous les jours pour faire du sur-mesure pour le propriétaire foncier. Elle répond point par point à toutes vos problématiques. Voisins, famille,
promoteur, ville, conditions, PUV, indemnité d'immobilisation et que sais-je. Il va falloir accepter que vous ne pouvez pas traiter ces problématiques de manière segmentée. Elles s'imbriquent les unes aux autres. Si votre problème se limitait à la rédaction de la promesse de vente, je vous assure que ce serait facile. Et depuis bien longtemps, votre problématique serait résolue. On est dans une société qui connaît une transformation profonde. Et ce, dans tous les secteurs. On passe d'un système vertical très hiérarchisé à un système horizontal où le particulier redevient acteur. Dans la vente à promoteur, c'est la même chose. Ma société, elle vous donne les outils nécessaires que vous n'avez pas pour créer cette horizontalité et devenir acteur à la table des négociations.